Hier soir, il y a eu des scènes de joie partout à Gaza pour fêter le cessez-le-feu. Alors comme on va le voir, tout n'est pas réglé, mais après tant d'horreur, ces annonces nous apparaissent quand même comme une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la Palestine, du cessez-le-feu, du rôle de Trump, de l'avenir dans la région, et surtout, on ne va pas oublier la complicité dans ces massacres en parlant de la responsabilité des banques françaises. Bienvenue sur AQ Réfractaire. Bon, il faut qu'on vous parle du cessez-le-feu qu'il y a eu dans la bande de Gaza qui doit prendre effet dimanche. Petite précision, il faut déjà que le gouvernement israélien signe officiellement ce papier, ce qui reste toujours incertain puisqu'à l'heure où on tourne cette quotidienne, le pouvoir de Netanyahou continue de chipoter. Donc demain, on vous dira ce qu'il en est. Ce comportement-là d'attendre auquel on s'y est habitué, mais en fait il est toujours révoltant quand on parle de vie humaine qui pourrait être sauvée. D'ailleurs, en parlant de ça, le gouvernement israélien semble décidé à prendre le plus de vies palestiniennes possible. Puisque malheureusement, après l'annonce du cessez-le-feu qui doit être effectif dimanche, les bombardements ont repris. À Gaza, la joie du cessez-le-feu à venir se mélange donc au drame et aux tragédies des bombardements encore en cours. Au même moment en Israël, ce sont les familles d'otages qui sont soulagées, car ceux-ci, d'après l'accord, devraient être libérés à partir de dimanche. Mais à Tel Aviv, la capitale israélienne, il n'y a pas de scène de joie. Au contraire, la place des otages, le lieu traditionnel des événements en soutien aux familles des otages, était vide. Pourquoi ? Parce que ce lieu de rassemblement est rapidement devenu un lieu de protestation pour faire pression sur le gouvernement israélien. Et oui, ça fait 1 an que le peuple israélien réclame le cessez-le-feu pour mettre fin au massacre et permettre le retour des otages. Et maintenant que c'est fait, les Israéliens ont un goût amer. Ça, c'est le journal Le Monde qui nous rapporte les témoignages. Il y a par exemple celui de Gal, une habituée des rassemblements de la fameuse place des otages à Tel Aviv, et qui a déclaré au journal « L'accord signé aujourd'hui ne diffère en rien à celui qui aurait pu l'être durant l'été 2024. Nous avons perdu 6 mois qui auraient pu sauver des vies. » Dans la bande de Gaza, par contre, c'est une autre ambiance puisque les Palestiniens ont célébré dans les hôpitaux comme dans la rue ce cessez-le-feu. Et ça, on a pu le voir à travers des vidéos où on sent le soulagement général qui gagne la population. Parmi la foule, tu avais 2 correspondants de France Info qui ont tendu le micro aux gens dans le rassemblement. Et on voulait vous répéter le témoignage de Bara, une Palestinienne qui déclare « Nous allons nettoyer les débris et reconstruire Gaza qui sera encore plus belle qu'avant. » Et elle termine en disant « Nous sommes ceux qui ont enduré cette guerre, ceux qui ont persévéré. Rien n'est dû à qui que ce soit, aucun leader, aucun pays. » Et cette déclaration, ce n'est pas juste une émotion sur le moment, c'est aussi une réalité. Parce que malgré les bombardements incessants, le peuple de Gaza a continué à faire tourner les hôpitaux ou à construire des cuisines de fortune. Du coup, les Gazaouis se projettent sur tout ce qu'ils pourraient faire sans bombardement. Et cet espoir qui persiste dans le champ de ruines, ça rentre en contradiction avec le fameux projet d'extension Netanyahou. Et oui, selon France 24, le gouvernement israélien tente de négocier le soutien états-unien pour annexer la Cisjordanie occupée. Le pouvoir de Netanyahou reste donc avant tout préoccupé par son projet colonial et expansionniste. Sauf que le gouvernement israélien va devoir attendre à Gaza, vu que l'accord prévoit la mise en place d'une zone tampon entre Israël et Gaza, mais aussi l'entrée d'une aide humanitaire. Donc le problème, il est toujours là, puisque la vie du peuple palestinien est toujours menacée et suspendue au projet suprémaciste de l'État israélien. Mais il y a peut-être une déclaration de Donald Trump qui a pu convaincre Netanyahou. Et oui, le président états-unien élu a annoncé un grand plan de reconstruction pour Gaza. Mais on ne sait rien de qui va profiter de ces plans de reconstruction. Est-ce que des promoteurs états-uniens ou israéliens vont tenter de construire des stations balnéaires sur les ruines et les cadavres? Mais ce projet de reconstruction, avec beaucoup d'argent à la clé, c'est ce qui a pu convaincre Netanyahou et une partie de l'oligarchie israélienne d'arrêter le conflit à Gaza, sachant qu'il continue en Cisjordanie, au Yémen et en Iran, et au Liban. Et en Syrie aussi. Pas mal d'endroits en fait. Bref, la bonne nouvelle, elle est là, mais la guerre, elle, ça reste une réalité dans la région. On continue aujourd'hui donc avec la Palestine, et peut-être que vous êtes chez BNP Paribas ou le Crédit Agricole. Et bien si c'est le cas, il faut qu'on vous dise des trucs. Camille Stino pour Off Investigation nous apprend que ces 2 banques ont investi plusieurs milliards d'euros dans Elbit Systems, un principal fabricant d'armement israélien. Et tout ça est illégal puisque à la fois d'un point de vue du droit international et dans le contexte de génocide
statuer, eh ben, les États et les entreprises doivent agir de manière à ce que leur activité ne puisse pas participer d'une manière ou d'une autre à la commission de ce crime. Et ça, c'est le magistrat Ghislain Poissonnier qui le rappelle. Et d'un point de vue du droit français, les entreprises cocorico doivent s'assurer que leur activité ne contribue pas à des violations graves du droit humanitaire, notamment en temps de conflit armé. Ces deux banques ont donc largement méprisé le droit, alors que les preuves sont accablantes par rapport à cette entreprise israélienne. Vous vous rappelez, en avril dernier, 7 humanitaires de la World Central Kitchen étaient assassinés intentionnellement par l'armée israélienne grâce à un drone Elbit, cette fameuse entreprise financée par les banques françaises. Le même mois, tu as une autre de leurs bombes qui tuait 9 personnes, dont 6 enfants. À croire que les banques, elles aiment bien suivre l'odeur de la poudre. Il y a qu'à voir, avant le 7 octobre, la BNP n'avait aucune action chez Elbit et le Crédit Agricole a depuis multiplié par plus de 5 les siennes. Et si ça ne suffisait pas, sachez que plusieurs autres banques comme la Banque Populaire, la Caisse d'épargne ou encore la Société Générale ont un lien financier direct avec des entreprises qui participent à coloniser les territoires palestiniens en Cisjordanie. Mais vous savez quoi? Il y en a qui savent foutre la pression. En Angleterre, des militants prennent l'usine Elbit directement pour cible et à force d'action contre la banque Barclays, ils et elles ont réussi à ce qu'ils vendent des millions de dollars d'actions d'Elbit. Et contre les banques françaises, il y a encore des mouvements de boycott qui sont possibles. Donc toi, est-ce que tu serais prêt à le faire? Tu peux nous dire ça en commentaire. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire spéciale Palestine et on prendra le temps demain de parler de la situation en France avec la motion de censure. Cette quotidienne a été écrite par Nico et Nina, au montage chez Pixel, Nina encore une fois à la miniature et Betsy au titre. On se dit à demain pour la dernière actu réfractaire de la semaine.